Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne 3D Make Kit. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la partie logicielle et non pas la partie impression 3D directement avec l'imprimante. Donc on va parler du profil de Cura. Alors moi j'utilise un profil avec l'AlphaWiz U20, donc on va essentiellement parler avec l'AlphaWiz U20. Pour ceux qui me suivent, ils ont commencé à avoir l'habitude, hein, on parle pour le moment de l'AlphaWiz U20. Peut-être dans l'avenir, si j'ai la chance de pouvoir avoir d'autres imprimantes 3D, on en parlera d'autres. D'ailleurs, d'ici, alors vous allez encore je pense une quinzaine de jours, mais d'ici 15 jours à 3 semaines, je vais faire une petite review sur l'AlphaWiz U20 pour voir un peu les avantages, les inconvénients de cette imprimante. Et puis faire un petit point après quelques temps d'utilisation de cette imprimante. Donc au niveau du matériau, moi je me suis créé un petit profil PLA bio, étant donné que le PLA de chez Grossiste 3D est bio, mais je pourrais également créer un profil pour Sunlu et compagnie, puisque j'ai aussi des matériaux Sunlu. Vous voyez, vous avez tout, hein, plusieurs, on va dire, marques de filaments avec à chaque fois des profils préenregistrés. Bon, moi j'utilise celui-là et je modifie moi-même après les différents paramètres. Ensuite, on descend ici dans le profil. Dans le profil, moi j'en suis créé un personnel également, mais vous pouvez utiliser tout à fait on va dire les profils préconçus. Donc en règle générale, vous allez imprimer en 0.2. 0.2 c'est une qualité moyenne sans être médiocre. C'est-à-dire que vous allez avoir... je me fais attaquer par une mouche. Vous allez avoir une qualité correcte au niveau de l'impression, mais c'est pas non plus une superbe qualité. Donc moi c'est ce que j'utilise la plupart du temps, sauf une fois où je me suis imprimé un petit chien que j'ai offert à quelqu'un de ma famille. Et du coup là par contre je l'ai imprimé en 0.1 mm pour qu'il soit vraiment très propre, très joli. Mais sinon c'est le 0.2 mm qui prime, sachant que cette valeur-là, 0.2, c'est par rapport à votre taille de buse. Donc, il faut savoir que il ne faut pas que cela dépasse 75% de la taille de buse. Je m'explique. Si la buse fait 0.4, il ne faut pas dépasser 0,3 mm. Donc ensuite, vous pouvez faire en dessous 0,25, 0,2, 0,15, 0,1, sachant que chaque imprimante ne peut pas descendre non plus en dessous d'un certain seuil de qualité, de finesse. Et l'AlphaWiz U20 en tout cas, et comme beaucoup d'imprimantes de ce type dans ces gammes de prix, ne descend pas en dessous de 0,1 mm. Vous pouvez essayer en dessous, mais avec une buse de 0,4 déjà ça va pas le faire énormément, va falloir utiliser une buse plus petite, donc peut-être en 0,2 par exemple. Et ensuite l'imprimante en elle-même ne sera pas spécialement capable de faire quelque chose de très pointu, propre. Alors ça pourra marcher, ça pourra avoir des bons résultats, mais ça sera pas optimal. Après il faudra peut-être investir dans une imprimante un peu plus haut de gamme. On passe à la suite. Donc là, ici, donc dans rechercher, vous ne cliquez rien. Par contre en dessous là, les trois petites barres, vous allez cliquer donc sur basique. Normalement de base, ce sera basique, hein, ce sera le profil basique. Donc on va dans cette vidéo rapidement faire le tour du profil basique et ensuite à la fin, tout à la fin, je vous mettrai mon profil custom qui enlève un petit peu pas mal de trucs et qui en rajoute d'autres, voilà, pour un peu vous montrer ce que j'utilise, parce que là il y a des choses qui ne servent à rien en fait. Donc dans la qualité hauteur de couche 0.2, donc ça c'est ce qui a été présélectionné en quelque sorte ici dans Draft. Donc si je veux mettre admettons 0.3, je peux, ça va faire une qualité un peu plus médiocre, un peu moins intéressante. Par contre la vitesse d'impression va aller plus vite. Donc moi je vais laisser, pardon, donc moi je vais laisser à 0.2. Ensuite au niveau de la coque, donc là vous allez avoir deux choses à faire attention. Déjà l'épaisseur de la paroi. Donc l'épaisseur de la paroi c'est quoi? Alors vous allez ici en haut à droite, c'est marqué vue solide et vue en couche. Donc on va se mettre en vue en couche pour vous montrer. Épaisseur de la paroi, c'est en fait le nombre, le nombre de parois externes. Donc c'est-à-dire là par exemple vous voyez il y a deux parois externes avant d'attaquer le remplissage. Donc là il y a deux parois externes et c'est en 0,8, sachant que c'est un multiplicateur de la taille de votre buse. Si je mettais 0,4, donc la taille de ma buse en fait, hein, la sortie de buse 0,4, il n'y aurait qu'une seule
ligne de paroi. D'ailleurs en dessous vous voyez que c'est passé au chiffre numéro 1 ici. Si je repasse à 0,8, en dessous ça se remet à 2 puisque c'est des multiplicateurs, donc 0,8, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2 et ça après ça vous fait différents épaisseurs de paroi, de lignes de paroi. Donc personnellement j'utilise entre 0,8 et 2 mm. Donc après ça dépend si je veux avoir une pièce plus solide au niveau de la paroi, un peu plus costaud, qu'on ne voie pas forcément l'intérieur de l'impression pour ne pas voir le remplissage. Après ça c'est vous qui voyez, quoi qu'il arrive il faut garder un multiplicateur de votre taille de buse, donc 0,4 ça passe à 0,8. Si vous auriez une taille de buse admettons de 0,2, eh bien vous pourriez monter de 0,2 en 0,2, donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et ainsi de suite. Voilà, ça c'est à vous de voir après en fonction de votre buse que vous utilisez sur le moment. Évitez de mettre 0,4, laissez quand même à 0,8 qui est quand même 2 parois minimum pour votre pièce. C'est quand même mieux. Ensuite on descend à l'épaisseur du dessus et du dessous. Donc ça c'est bien sûr, ça le dit très très bien. Épaisseur dessus-dessous, ça va être l'épaisseur qui va y avoir dessus et dessous votre pièce. Donc là comme vous pouvez le voir on est en 0,6 et c'est un multiplicateur du hauteur de couche. Donc 0,6, la hauteur de couche étant 0,2 actuelle. Donc ça veut dire que logiquement comme c'est marqué là il y a 3 couches. C'est tout à fait normal. Donc là on est à la couche 1, à la couche 2, à la couche 3 et à partir de la couche 4 on va commencer le remplissage. Vous voyez, on commence à quadriller l'intérieur et plus on monte et plus il y a le remplissage qui se forme et il n'y a plus que 2 couches extérieures et non pas 3 comme on peut le voir au départ, 1, 2 et 3 puisque c'est uniquement sur 0,6 mm, donc sur les 3 premières couches. Voilà, tout simplement. Et ensuite on augmente, on monte, tout simplement. Pas très compliqué à comprendre. Là encore, si vous modifiez l'épaisseur du dessus et du dessous, admettons je mets 0,4, eh bien on va passer à 2 couches supérieures et inférieures. Donc ça voilà, il n'y a rien de compliqué. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est pas très compliqué. Tout le reste, vous vous en foutez un peu. C'est dans le format basique, mais en fait je trouve que ça sert à rien. C'est vraiment le plus utile, c'est celui-là. À moins que vous vouliez faire une épaisseur dessus et une épaisseur dessous différentes. Pourquoi pas, hein, ça après c'est vous qui voyez, mais bon, rien de fifou. La vitesse d'impression horizontale, vous la laissez à 0, on s'en fout. La densité de remplissage, donc ça c'est à l'intérieur, vous voyez que là ça forme des carrés bien propres, bien linéaires, à 20%. Bon, vous l'aurez compris, hein, si je passe à 50% de remplissage, que je reste en grille, eh bien il va y avoir davantage de remplissage dans votre pièce, donc votre pièce sera plus compacte, plus solide, mais par contre, eh bien, on va utiliser plus de plastique puisque le quadrillage étant plus petit et demande plus de plastique. Donc, en règle générale, restez entre un remplissage entre 15 et 30% de remplissage, c'est quelque chose d'à peu près correct. Si vous voulez faire par contre des pièces qui ont besoin d'une rigidité davantage et d'une solidité un peu plus importante, vous pouvez augmenter au-delà 50, 60%. Enfin, ne montez pas non plus à 80 ou 90%, ça ne sert strictement à rien du tout. Ensuite, au niveau du motif, par défaut c'est grille, vous allez voir qu'en montant la densité de remplissage, le logiciel va vous mettre un motif différent. Bon, le motif grille est très bien, le motif ligne aussi, ça on s'en fout un peu. Très sincèrement, c'est plutôt à vous de voir. Des fois, ça va vous faire gagner 2-3 minutes au niveau de l'impression. Bon, sincèrement, on s'en fout. On passe à la température des matériaux et la température du plateau. Donc là, c'est la température d'impression, la première chose, 215 degrés. C'est la température à laquelle votre buse va chauffer pour extraire le PLA. Sincèrement, essayez au maximum de suivre les indications sur la bobine. En général, le PLA va entre 190 et 220 degrés. Grosso merdo, ça va à peu près entre ces deux valeurs-là. Mais il peut arriver que ce qui est indiqué sur la bobine ne soit pas forcément juste. Moi, j'ai par exemple la bobine de filament rouge de chez Grossiste 3D qui
malheureusement m'indique une température entre 195 et je crois 220 ou un truc du style, et je ne commence à avoir des impressions correctes qu'à partir d'une impression de température à 230 degrés, 225 étant vraiment la limite basse, mais si je veux quelque chose de correct, c'est entre 230 et 235. Donc ça, c'est à vous d'expérimenter suivant les marques, suivant des fois même les couleurs de la même marque, ça peut varier. Donc ça, c'est à vous de faire des tests sur des petites pièces et puis voir un peu ce que ça donne pour ensuite vous faire des impressions plus importantes et plus intéressantes. Donc, mais en règle générale, comptez entre 190 et 220 degrés, c'est les plages classiques d'une température PLA. Tout ce qui touche à l'ABS et autres plastiques en filament, j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus spécifique. Là, on fait vraiment le tour de Cura pour une configuration PLA basique. La température du plateau, si vous avez un plateau chauffant, bien entendu, vous allez avoir l'option. Donc là, c'est la température à laquelle le plateau va chauffer. Pour ma part, le PLA, je le mets entre 50 et 60 degrés, même si théoriquement, on ne devrait pas avoir besoin de chauffer le plateau pour du PLA. Mais je préfère le mettre entre 50 et 60, ça marche très bien. Ça permet d'avoir une adhérence un peu plus importante et d'éviter encore un peu plus le warping pour les pièces. Mais si vous n'avez pas de plateau chauffant, rien de grave. Ensuite, activez la rétractation. Ça, vous mettez oui. Avec le PLA, c'est bien. Ça évite que, par exemple, si on avait une pièce carrée, eh bien, ou en U, par exemple, une pièce qui forme un U, quand on arrive à l'extrémité du U et que la tête d'impression va de l'autre côté pour recommencer le U, durant cette phase où elle se déplace dans le vide, donc il n'y a pas de... il n'y a rien en dessous, hein, elle n'imprime rien, et bien si vous n'activez pas la rétractation, il est possible que ça fasse des filaments entre les différentes zones, ce qui vous oblige après post-impression à tout nettoyer, tout bien rendre propre et tout. Enfin, ça use du plastique pour rien et en plus ça vous fait du travail en plus à la fin de l'impression. Donc activez la rétractation si après vous voulez rentrer un peu plus dans le domaine, quelle vitesse de rétraction, quelle distance de rétractation, ça on y viendra plus tard, je vous montrerai dans mes paramètres custom juste après. Ensuite, la vitesse d'impression, c'est la vitesse à laquelle votre tête d'impression va se déplacer pour imprimer. Donc suivant si elle va faire des parois, le remplissage, le dessus, le dessous, des supports, bref, suivant ce qu'elle va faire, elle va avoir une différente vitesse d'impression, sachant que la vitesse qui est donc marquée ici, que vous avez dans le mode basique, conditionne toutes les autres vitesses en automatique. Après, vous pourrez modifier manuellement chaque vitesse, mais celle-ci conditionne toutes les autres. Donc là, c'est à 60, c'est une vitesse classique, 60 mm seconde. Vous pouvez monter un peu plus, 70, 80, 90, voire peut-être 100 mm seconde. Il faut savoir que plus vous allez vite, plus vous avez de chances que votre qualité d'impression soit mauvaise, et plus vous irez doucement et plus la qualité d'impression sera bonne. Par contre, eh bien sûr, ça sera au détriment de la vitesse totale et le temps que ça va prendre. Plus c'est lent, plus c'est long. C'est normal, hein, ça c'est tout à fait logique. Donc à vous de voir, 60 est une vitesse à peu près basique, entre 50 et 60 c'est la vitesse classique. Si vous voyez que l'impression a un peu de mal, parce que le type de filament utilisé est peut-être un peu différent des autres, eh bien vous pourrez baisser cette vitesse, passer peut-être à 40, 45, 50 et voir si l'impression est un peu plus jolie, un peu plus propre. Voilà. Tout simplement. Ensuite, si vous voulez rentrer dans les détails, on pourra peut-être voir dans une prochaine vidéo des détails plus poussés. Mais c'est vrai que pour le coup, là, pour les débutants, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Le déplacement étant vide, là vous avez quelque chose mais qui ne sert strictement à rien, on s'en fout, vous le laissez comme ça, il est, vous voyez, il n'est pas ouvert, vous le laissez fermé. Le refroidissement, vous activez le refroidissement. Il faut l'activer pour le PLA, il faut le désactiver pour l'ABS et certains autres types de plastique. Le PLA, vous le laissez activer et la vitesse du ventilateur, vous le laissez à 100%. Il n'y a pas besoin de changer ces paramètres-là. Le tout, c'est que le refroidissement soit activé. On passe ensuite au support. Alors, les supports, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer avec ce cylindre, étant donné que pour lui, il n'y a pas besoin de support puisque c'est plat au sol et l'impression va ne faire que monter, donc il va pas y avoir besoin de support. Les supports, c'est très bien, on va les activer même si on va pas pouvoir les voir techniquement, mais si remarque, on va peut-être pouvoir les voir si je mets la pièce un petit peu de biais. Donc les supports, c'est quoi? Alors j'ai essayé de mettre
le cylindre un peu de biais, mais du coup ça ne veut pas prendre les supports. Donc très rapidement, les supports, je vais vous montrer avec cette pièce, même si ça ne veut pas m'en générer. Ah ben voilà, ça veut m'en générer, c'est parfait, c'est juste que l'angle était trop grand. Donc les supports, c'est quoi? Ça permet en gros, quand vous avez une pièce qui est à moitié dans le vide, vous voyez comme ça en biais, des fois c'est des angles à 90 degrés, les angles à 90 degrés ce sont les pires. Ça vous crée des supports, donc vous voyez, à la base ça va vous faire une impression sur le plateau et petit à petit les supports vont augmenter en même temps que l'impression de votre objet. Donc là on va dire dans cet exemple là, un cylindre, vous le mettez à plat sur surface plane, il n'y a pas besoin de support, mais là c'est exactement pour vous montrer ce que ça fait. Et donc vous avez des supports qui montent comme ça en suivant votre impression, ce qui permet d'imprimer des pièces dans le vide sans qu'elle se casse la gueule, puisque quand le plastique sort de la buse, il est très chaud, et si le système de refroidissement n'est pas optimal, eh bien le plastique ne va pas refroidir instantanément, ne va pas se figer instantanément, et du coup il va y avoir des soucis, et le plastique va un peu couler, va se déformer, et vous allez avoir des pièces, notamment les parties dans le vide, qui vont être dégueulasses, pas belles, déformées, enfin bon, ça va être dégueulasse, donc il va falloir des supports. Je suis pas partisan des supports, très sincèrement, si vous pouvez faire en sorte d'imprimer toutes vos impressions sans support, faites-le. Faites-le, il faut, au moment de designer la pièce sur Fusion 360, faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de support, ou du moins qu'il y en ait besoin le moins possible. C'est dans Fusion 360 que vous allez faire en sorte de ne pas avoir de support. Il faut éviter à tout prix les supports. Ceci étant, si vous en avez quand même besoin, vous avez deux choses à faire. Soit vous avez les supports, positionnement des supports partout, c'est-à-dire que en fonction de l'angle que vous aurez choisi, il va y avoir des supports à partir du plateau, mais également possible que des supports soient générés depuis votre pièce. Pas forcément bien, mais des fois malheureusement essentiel, on ne peut pas faire sans. Ou alors si vous mettez en contact avec, d'ailleurs je sais même pas jusqu'où ça va, c'est marqué en contact avec, je ne sais même pas. Enfin bref, si vous mettez en contact avec, ça va essentiellement utiliser les supports depuis le plateau et non pas avec depuis votre pièce. Ce qui peut être intéressant, mais l'un dans l'autre, éviter les supports, c'est mieux. L'angle, en gros, c'est à partir de quel angle les supports vont commencer à se générer. Admettons, si vous avez des angles à 20 degrés, puisque là, je lui dis, c'est au minimum 50 degrés, ça va être tout ce qui est entre 50 et 90 degrés où les supports vont être générés. En dessous, il ne va pas en générer. Donc, plus vous êtes proche, normalement c'est ça, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Mais plus vous êtes proche des 90 degrés et moins il y aura de support. Plus vous êtes proche des 0 degrés et plus il y aura de support, puisque plus la plage va être grande de prise en compte pour positionner les supports. Tout simplement. Bon là il n'y a pas besoin de support, on le vire. Ensuite, et dernière chose, l'adhérence au plateau. L'adhérence au plateau qui, pour le coup, est intéressant quand on a des surfaces assez petites sur le plateau. Comme là, vous voyez, la surface n'est pas très grande. Après, elle est cylindrique, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci d'adhérence au plateau. Mais on pourrait éventuellement lui dire, tiens, rajoute-moi un brim ou une bordure pour avoir une adhérence supplémentaire, puisque ça va me générer... Pardon, j'ai le OK. Ça va me générer, comme vous pouvez le voir, une bordure, ça s'appelle comme ça, qui va se mettre autour de votre pièce, qui du coup va permettre d'avoir une adhérence supplémentaire, ce qui peut être sympa pour éviter le warping quand vous avez des petites pièces, surtout dans les pièces où vous avez des angles droits, disons qu'il y a davantage de problèmes avec les angles droits que les ronds. Voilà, dès qu'il y a des angles ronds ou alors carrément des cylindres, il y a beaucoup moins de soucis de warping. Mais ça peut régler un de vos soucis de warping ou tout simplement un souci d'adhérence pour éviter que la pièce se décolle durant l'impression. Ensuite, vous avez la jupe. La jupe, vous allez vite comprendre ce que c'est très simple. C'est uniquement un contour de votre pièce. Voilà, ça fait le contour de votre pièce. Alors, un tour, 2 tours, 3 tours, ça peut être modifié. Là, ça en fait 3 visiblement de base. Et ça permet de, on va dire, purifier la buse, de vider un peu les impuretés de la buse et de commencer une impression saine au milieu, propre. Voilà, mais en aucun cas, ça ne va toucher l'impression, votre impression. Par contre, la bordure, elle, va évidemment toucher l'impression, mais ne va toucher que sur les bords. On va rapidement parler du raft, du radeau,
qui pour le coup n'est pas intéressant pour moi, je le trouve inutile, je l'utilise jamais. En gros, c'est quoi? En gros, ça va imprimer, comme son nom l'indique, un radeau, c'est-à-dire une couche de pièces, une surcouche donc sur le plateau. Ça va imprimer donc quelque chose de plus grand par rapport à votre pièce, ça va faire une espèce de surcouche, et sur cette surcouche, votre impression va commencer à s'imprimer, vous voyez, et ensuite ça va s'imprimer normalement. Deux choses intéressantes qui peuvent être pour ça. Déjà, d'une part, s'il y a du warping, ça se fait sur le radeau et non pas sur votre pièce, puisque votre pièce est imprimée sur le radeau et non pas sur le plateau chauffant. Donc déjà, ça peut réduire le warping. Deuxième chose, ça peut être intéressant pour aussi les problèmes de décollement, de non-adhérence au plateau, mais pour ça, les bordures sont bien plus intéressantes puisque les bordures sont bien plus intéressantes puisque les bordures ne vont pas sous votre pièce. Elles se mettent vraiment sur les bords, donc pour l'enlever, c'est bien plus simple. Vous prenez une petite pince ou même à la main, vous tirez dessus et ça s'en va tout seul. Que les radeaux, c'est bien plus chiant parce que votre pièce va légèrement se fusionner avec votre radeau, le dessous de votre pièce, et quand vous allez retirer le radeau, il peut rester sous votre pièce, donc hop, dessous, vous voyez. Ici, là, au niveau de votre rond, par exemple, il peut rester des morceaux de radeau très chiants à enlever et c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Donc, personnellement, je vous conseille pas le radeau. Je vous conseille vraiment pas le radeau. Mettez-vous en bordure ou en jupe si vous avez une surface d'adhérence suffisamment grande. Il n'y a pas de souci, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc on en a fini avec cette configuration Cura. Je vais vous montrer rapidement mon mode custom. Donc mon mode custom vire quelques petits trucs inintéressants, par exemple comme là, les différentes, je vais dire, si on met épaisseur de paroi à 0,8, on sait que ça fait 2 épaisseurs de paroi, puisque c'est par rapport à notre taille de buse 0,4. 0,4 x 2, ça fait 0,8, donc ça fait 2 épaisseurs. C'est pas compliqué, donc ça je l'ai viré, ça ne sert à rien. Je vous mettrai dans la description les différentes choses que j'utilise moi pour mon impression. Comme ça vous pourrez, si vous voulez la copier, rajouter ou non des paramètres. Dernière chose, pour ajouter ou pour enlever des paramètres, très simplement, vous allez donc sur une des différentes catégories, par exemple sur la qualité, là avec votre souris. Vous avez ici une petite roue, vous cliquez dessus et là vous activez donc la fenêtre qui vous permet de désactiver ou d'activer tout un tas d'éléments sur Cura. Donc très personnellement, il y a énormément de choses, beaucoup de choses qui vous ne serviront jamais, d'autres qui vous serviront quand vous serez peut-être plus professionnel, un peu plus expert. Pour ma part, voilà, ce que j'utilise là, pour moi, ça va très bien, ça fait de belles impressions, j'ai aucun souci et tout va bien. Si avec toutes ces données-là, j'ai une impression un peu moyenne, c'est souvent parce que je me suis trompé dans l'une de ces données et quand je la rectifie, en général, il n'y a aucun souci, l'impression suivante est très très bonne. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ont des commentaires, des questions et autres, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément à la chaîne pour le référencement et autres. Ça m'aide également moi, voilà, à savoir que vous me soutenez et que ce que je fais vous intéresse. Et n'hésitez pas également à activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner, puisque c'est ce qui permet de vous mettre au courant quand une vidéo sort sur la chaîne et donc de vous avertir des éventuelles nouvelles vidéos. Voilà, je vous laisse. Merci encore à toutes et à tous de m'avoir suivi et à la prochaine sur la chaîne 3D1 Make It. Salut tout le monde!